Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de circuits imprimés. C'est ma deuxième vidéo à ce sujet. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo à ce sujet, allez voir, ça va apparaître en haut dans l'écran. Dans cette première vidéo que j'avais faite sur les circuits imprimés, j'avais vulgarisé les étapes de A à Z pour la conception de circuits imprimés. Donc, si vous allez voir ça, ça va vous donner une idée globale de comment je conçois un circuit imprimé. Mais la vidéo que vous regardez en ce moment, c'est la vidéo numéro 1 d'une série de 4 ou 5 vidéos tutoriels sur la conception des circuits imprimés. Où est-ce que là, on va pas juste vulgariser, on va vraiment réaliser un projet. On va fabriquer un circuit imprimé. C'est sponsorisé par PCBWay. Vous voyez la petite boîte juste à l'arrière. Alors, merci beaucoup à eux de sponsoriser cette série. Je vais vous reparler d'eux un petit peu plus tard dans la vidéo. Laissez-moi vous expliquer le planning. Aujourd'hui, épisode 1, je vais vous présenter le projet. On va faire un petit schéma qui explique le projet, puis on va choisir les composantes électroniques qu'on va mettre sur notre circuit. Dans l'épisode 2, on va s'occuper de créer le circuit schématique, le schéma électrique. Aujourd'hui, ça va être un mini schéma électrique, là, juste dessiné à la main, tandis que l'épisode 2, ça va être le vrai schéma électrique du projet. Dans le troisième épisode, on va créer la disposition du circuit, aussi appelé schéma de montage ou en anglais PCB Layout. Puis je vais vous montrer comment envoyer les fichiers à l'usine. Dans l'épisode 4, on va souder nos composantes sur le circuit et on va faire le test final. Donc on va revenir au sujet du jour. Qu'est-ce que c'est le projet qu'on va fabriquer dans cette série? J'ai beaucoup cherché pour trouver des idées qui seraient intéressantes à réaliser, puis ce que je me suis rendu compte, c'est que si je veux faire un tutoriel, j'ai pas le choix de faire quelque chose qui est assez simple, parce que sinon ça va faire une série de 10, 15, 20 épisodes, parce que je vais trop vouloir expliquer d'éléments, puis on finira jamais. Alors j'ai décidé de prendre un projet qui est très simple, mais ça devrait nous permettre de regarder quand même beaucoup de notions. Et là, le défi avec un projet très simple, c'est que idéalement, on veut que ce soit quand même intéressant. Et souvent en électronique, la première chose qu'on va apprendre à fabriquer, c'est une LED qui clignote. J'ai pas envie de faire une série de tutoriels qui montrent seulement comment faire clignoter une LED. Donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui est semblable, mais juste un petit peu plus intéressant. Ce qu'on va fabriquer, c'est ce tout petit circuit qui est juste là. Donc vous voyez, c'est vraiment tout petit, mais ça devrait nous aider à faire une série de tutoriels où est-ce qu'on va regarder les bases de l'électronique, les bases de la conception de circuits imprimés. Alors, mon circuit, à quoi il sert? Il sert seulement à être dérangeant. Je m'explique. À des intervalles de temps au hasard qu'on va programmer, c'est un circuit qui va émettre une tonalité sonore, un bip, et il fait ça à répétition. Donc, il peut faire un bip après 1 heure, puis ensuite après 3 heures, puis ensuite après 15 minutes. Ça va être complètement aléatoire. C'est pour déranger un petit peu nos amis, collègues, membres de famille peut-être. Donc, imaginez, vous cachez ça dans un pot de fleurs à quelque part dans une maison. Il y a des jours qui va biper 4 fois, il y a des jours qui va biper 10 fois. Ça va être complètement au hasard. Donc ça, je trouvais que c'était un petit peu plus intéressant que juste faire flasher une LED, parce que là, on a une LED, on a une résistance, on a un buzzer, on a un circuit intégré qu'on va programmer à l'ordinateur. Donc, il y a de la programmation qui va être intégrée à ce projet-là. On a un petit interrupteur pour faire on-off avec notre batterie. On a bien sûr une batterie avec un petit support. Donc voilà, ça sert pas à grand-chose, mais je trouvais que c'était plus intéressant qu'une simple LED qui clignote à intervalles réguliers. Pour cette série tutoriel, on va fabriquer ça. Puis une fois que ça va être fait, dans d'autres projets, on pourra aller voir des sujets un petit peu plus complexes. On pourra faire des plus gros circuits. En guise de démonstration, lorsque je le mets à on, peut-être que vous l'avez entendu dans le micro, ça fait un bip et c'est assez fort. Puis là, ben en fait, j'ai aucune idée quand est-ce qu'il va sonner. Moi, en ce moment, il est programmé pour sonner entre 1 seconde. Je l'ai programmé pour que le délai, ce soit entre 1 seconde et 60 secondes. Donc, il va au moins sonner une fois par minute, mais on ne sait pas après combien de temps. Mais bien sûr, ça peut être entre 15 minutes et 1 heure, entre 1 heure et une journée. On peut mettre le délai assez long. Et lorsque le buzzer s'active, on a une petite LED en bas qui va flasher. Ce projet-là, l'idée, je l'ai trouvé sur Internet, puis j'ai décidé de le recréer moi-même. Donc, c'est presque la même chose avec quelques petites différences près. C'est l'heure de sortir le tableau et on va regarder comment est-ce qu'on peut fabriquer ça. Ce que je m'apprête à dessiner, c'est en quelque sorte là, le brouillon du schéma électrique du circuit. Bon, alors, premièrement, on va avoir une source d'alimentation. En haut, on a le plus, en bas, on a le moins. Et notre source d'alimentation, déjà, on va la passer dans un interrupteur parce qu'on veut pouvoir avoir l'option entre mettre notre circuit à on et le mettre à off. Ensuite, l'alimentation, elle va aller dans notre circuit intégré. Et notre circuit intégré, on regardera c'est quoi tantôt, mais pour l'instant, je vais juste faire une petite boîte comme ça. Ici, je vais écrire VCC. Donc, VCC, ça, c'est notre alimentation. On branche ça ici. Dans notre cas, ça va être 3 volts parce qu'on va utiliser une batterie CR032. On va aussi avoir le ground qui va être relié comme ça. Puis ensuite, on imagine que notre circuit intégré, il a des entrées et sorties. Donc, je vais écrire O1
pour output 1 et O2 pour output 2. C'est pas le vrai nom pour nos pins, c'est vraiment juste pour la petite illustration actuelle. Et là, on a dit qu'on avait une LED et on a aussi dit qu'on avait un buzzer. Je me souviens pas exactement qu'est-ce que j'ai branché dans 1 et dans 2, mais on va dire qu'avec le output 1, on va envoyer un signal à notre buzzer. Donc, on va faire un petit fil ici. Puis bon, pour le symbole du buzzer, je vais juste écrire buzzer. Je pense qu'on va se comprendre. Notre buzzer, il y a une polarité, donc il va falloir faire attention de brancher le plus du côté plus. Puis ensuite, ça, sur notre autre pin, ça va être branché encore une fois sur le ground. Puis ensuite, le output 2, on avait dit que ça allait se brancher sur une LED, mais notre LED, bien sûr, il va falloir mettre une résistance. Donc, si je ne me trompe pas, en Europe, pour vous, une résistance, c'est souvent dessiné comme ça. Tandis qu'en Amérique, on dessine plutôt les résistances comme ça. Donc, je vais peut-être mélanger les deux de temps en temps, mais sachez que ça représente la même chose. Ça représente une résistance. Notre résistance, on va bien sûr la calculer. Moi, je vais tout de suite vous dire qu'on va mettre du 68 ohms. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on a dit que ça allait nous prendre une LED. Les LED aussi, il y a une polarité. Donc, ça ici, c'est notre plus. Et ça ici, c'est notre moins. C'est ça qui se connecte au ground. Voilà. Donc, dessiné à la main comme ça, c'est sûr que c'est pas joli, mais ça vous montre à quel point le circuit, il est extrêmement simple. Tout ça ici, ça peut se résumer électriquement par ce petit dessin-là. L'alimentation passe par un interrupteur. L'interrupteur envoie l'alimentation dans notre circuit intégré. Notre circuit intégré, il est aussi relié au ground. Notre circuit intégré avec l'ordinateur, on va le programmer pour qu'il envoie des signaux dans output 1 et dans output 2. Output 1, on le relie à un buzzer. Notre buzzer, on le relie au ground. Output 2, on le relie à une résistance. La résistance, on la relie à une LED. Et notre LED aussi se branche au ground. Et en fait, pour le symbole de la LED, il faut ajouter deux petites flèches pour dire que c'est pas juste une diode, c'est une diode électroluminescente, une diode qui produit de la lumière. Donc, on ajoute les deux petites flèches ici. La résistance, elle va servir à limiter le courant qu'on va envoyer dans notre LED. S'il y a trop de courant qui entre dans la LED, on pourrait la griller. Dans notre cas, ça serait peu probable qu'on arrive à griller la LED, même sans résistance, mais on en met une quand même. Ça va faire baisser son intensité un petit peu. Alors, maintenant qu'on sait que c'est ça qu'on fabrique, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va aller à l'ordinateur et on va regarder quelle pièce précisément on va choisir pour fabriquer notre circuit. On va choisir la batterie, on va choisir le support à batterie, on va choisir l'interrupteur, on va choisir le circuit intégré, on va choisir notre LED, on va choisir notre résistance et on va choisir notre buzzer. Bienvenue à l'ordinateur. Maintenant, on va choisir les pièces qu'on va mettre sur le circuit imprimé maintenant qu'on a fait notre plan. Il y a beaucoup de sites qui permettent de faire ça. Moi, je suis habitué d'utiliser DigiKey et comme on peut le voir ici, c'est disponible absolument partout sur la planète Terre. Généralement, ils ont de bons prix, livraison très rapide, ils ont beaucoup de choix de pièces. J'ai toujours eu du bon service avec eux. Je ne suis pas sponsorisé, c'est vraiment juste une recommandation que je vous fais comme ça. Il existe d'autres alternatives comme Farnell, Arrow, Mouser, etc. Et même que PCBWay sont en train de travailler sur leur propre site web pour acheter des composantes électroniques, mais pour l'instant, c'est pas encore prêt. Je vous en donnerai des nouvelles quand ça sera prêt. En attendant, moi, je vais vous montrer comment faire ça avec DigiKey. Et quand vous allez choisir vos pièces, je vous conseille de vous faire un petit document comme ça. Donc, vous voyez ici, j'ai le nom des pièces que j'ai besoin. Des petites notes, parfois, ça peut être pratique. Ici, j'ai le lien pour acheter les pièces. Donc, vous voyez, ça m'ouvre mon navigateur web. J'ai ensuite le lien vers la datasheet des pièces. Donc, ça m'ouvre directement à la documentation. J'ai le prix unitaire, la quantité, le prix total. Bien sûr, ça se calcule tout seul et ensuite, on additionne tout ça et ça nous donne le coût total des pièces. Donc, vous voyez que pour fabriquer 2 de mes circuits imprimés, ça coûte environ 13,30 $. Vous voyez ici, ma quantité, c'est 2 partout, sauf vis-à-vis ce petit condensateur et on va s'en reparler tout à l'heure. Premièrement, on a dit qu'on allait avoir un aspect programmation à notre projet, donc on a besoin d'un microcontrôleur. J'ai opté pour le ATtiny85 parce que c'est facile à utiliser. On va être capable de l'alimenter avec notre batterie 3 volts. Ça se programme en langage Arduino, puis on va pouvoir le programmer justement avec un Arduino. On n'aura pas besoin d'acheter un programmeur en tant que tel. On va pouvoir juste utiliser un Arduino. Je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui possédaient déjà un Arduino et si c'est pas le cas, ça coûte pas très cher et vous allez pouvoir vous en servir pour plein de projets. Il y a aussi la version 25 et 45 du ATtiny, mais j'ai opté pour le 85 parce qu'il est un peu plus rapide, un peu plus puissant et il n'est pas beaucoup plus cher. Et puisque c'est un projet à petite échelle, le prix dérange pas beaucoup. Entre le ATtiny 45 et le 85, il y a peut-être une différence de 20 sous, quelque chose du genre, donc c'est pas extrêmement significatif. Donc je suis allé avec le plus puissant des trois parce que je me suis dit que éventuellement, si jamais j'ai envie de récupérer cette pièce-là pour faire un autre projet avec, ben ça pourrait être plus pratique. Il existe aussi le ATtiny 85V qui est une version basse tension qui est moins énergivore, sauf qu'elle est moins rapide, moins puissante et encore une fois, si jamais un jour je veux utiliser ce microcontrôleur-là pour un autre projet, j'ai envie de pouvoir avoir sa pleine puissance. Donc je suis pas allé avec la version V. Si vous voulez le faire, libre à vous. Donc on va écrire
ATtiny85, on fait Enter, c'est un circuit intégré. Donc vous voyez ici, on en a plusieurs sortes. On a une version comme ça qui risque d'être assez difficile à souder avec un fer à souder traditionnel. Ça ici, ça se fait bien, sauf que nous, on ne va pas utiliser ça. Nous, on va utiliser cette version-là avec les pins qui sont plus longues parce qu'on veut pouvoir le programmer, le mettre sur notre circuit imprimé, le tester, puis ensuite peut-être l'enlever, le reprogrammer, etc. Donc ça va être plus facile si on est capable de l'enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça ne va pas être directement soudé sur notre circuit. On va le mettre dans un socle, dans un socket. Alors on prend cette version-là, on prend les informations, on met ça dans notre petit document ici. Là, vous voyez ici, prix unitaire 1,90. Présentement, il est à 1,94, donc les prix bougent parfois. Mais ça, ici, on voit que l'empreinte, c'est un 8 dip. Donc, on va avoir besoin d'un socle 8 dip. Donc, on va écrire socket ou en français socle. On clique sur ça ici. Et on a de la chance. Le premier qui arrive, c'est effectivement un socket 8 dip. Donc, le socket dip, c'est un genre de standard. Puis 8 dip, ça veut dire qu'il y a 8 pins. Et si jamais vous voyez plein de sortes, mais pas celui qui ressemble à ça, il y a plein de filtres ici qu'on peut appliquer. Donc, nous, c'est un dip avec un espacement de 7,62 mm qu'on a besoin. Et le nombre de pins qu'on a besoin, ça va être 8 pins. Et ça va être 2 x 4. Donc, on va faire appliquer. Et là, encore une fois, on a plusieurs choix. Moi, je suis allé tout simplement avec le premier. Celui-là, ça ne va pas fonctionner parce que notre microcontrôleur, les pins, elles sont pas rondes, elles sont plates. Donc, ça ne va pas fonctionner avec celui-là. Ça pourrait probablement fonctionner avec lui, mais celui-là, il est moins cher, 26 sous. Donc ça le fait. Donc, on clique là-dessus. Puis encore une fois, on prend ça et on va ajouter ça à notre liste juste ici. Petit segment sponsor. Comme je vous ai dit, cette vidéo, elle est sponsorisée par PCBWay. Et PCBWay m'a envoyé ça pour Noël. Alors, on ouvre la boîte. Je vais enlever le packaging. Bon, alors déjà, j'ai l'impression qu'ils veulent que je mette des autocollants un petit peu partout. Comme vous pouvez le voir, là, ils m'en ont donné une très bonne quantité. Ensuite, ils m'ont donné un crayon et ils m'ont donné plusieurs circuits que je peux assembler moi-même. Donc, il va juste falloir acheter les pièces. Mais il y a des trucs que c'est en lien avec la librairie My Sensors, donc en lien avec la domotique. Donc ça pourrait être très intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et ils m'ont donné quelques petits circuits vierges pour faire du prototypage. Et aussi, ils m'ont donné ce petit bonhomme de neige. Donc, il faut mettre des batteries à l'arrière, juste comme ça. Ensuite, on appuie ici et on voit cette lignote. Et ensuite, yay! Joyeux Noël! Ensuite, on appuie et ça s'éteint. Donc voilà, très gentil de leur part. Puis en fait, qu'est-ce qui était le plus important, je pense, dans tout ça? C'est qu'ils m'ont envoyé, bien sûr, le circuit imprimé que j'ai commandé. Donc vous voyez à quoi ressemble le circuit quand il n'y a aucune pièce dessus, avant de souder les composantes. Comme je vous ai dit, mon projet est sponsorisé par PCBWay, donc merci à eux. Et si jamais vous utilisez le lien dans la description pour faire votre première commande, vous allez avoir un rabais de 5$. Et pour les PCB prototypes qui sont tout petits comme ça coûte 5$. Donc essentiellement, en utilisant le lien dans la description, vous avez votre PCB gratuitement en fait. Il va juste falloir payer les frais de livraison. Donc voilà, allez faire un tour sur leur site. Lien dans la description de la vidéo. Ensuite, on avait dit qu'on avait besoin d'une LED. Donc on va écrire LED, on clique là. Et là, vous voyez, on a plein de LED, sauf qu'on va choisir un petit peu les spécifications. Il y a une donnée qui est importante, c'est le voltage forward, le VF ici. On veut pas qu'il soit trop haut. En général, les lumières bleues, ça va être un petit peu plus haut, par exemple. Nous, on veut que ça se tienne autour de 2,1 volts parce que notre batterie, elle peut juste fournir du 3 volts. Donc, si notre VF il est trop haut, notre lumière, elle va avoir un petit peu de difficulté à allumer, voire peut-être qu'elle allumera tout simplement pas. Donc, moi, j'ai choisi d'y aller avec une lumière verte. Donc là, ici, on a juste les lumières vertes et on voit qu'on a pas mal toujours du 2, 2.1, donc ça, c'est bien. Le problème maintenant, c'est notre empreinte. Vous voyez, du 0,603, c'est quand même très petit. Ça, c'est la dimension physique de notre pièce. Pour cette série de tutoriels, on va juste utiliser un fer à souder tout à fait classique. Avec un fer à souder classique, personnellement, je préfère pas trop aller en dessous de 0,805. 0,805, c'est très petit, mais je trouve que ça reste quand même facile à souder. Si on va en dessous de ça, là, ça devient un petit peu difficile avec un fer à souder normal. Là, peut-être qu'on va vouloir opter pour un pistolet à air chaud. Mais comme je vous ai dit, on s'en tient avec un fer à souder normal pour cette série. Donc, comme je vous ai dit, je vais y aller avec du 0,805. C'est petit, mais je trouve que ça reste quand même facile à souder. Donc là, vous voyez, ça a du sens. Par contre, ici, il faut en commander minimum 3000, donc pas vraiment. Mais celle juste en dessous, on voit qu'il y en a en stock. On peut en commander juste une, ça coûte 45 sous, donc ça va. Notre VF, c'est 2.1, donc c'est OK. On va reparler du VF tantôt, et puis on voit que c'est du 0,805. Donc on va cliquer là-dessus, et encore une fois, on va ajouter ça à notre liste. Maintenant, on a dit qu'on avait besoin d'une résistance pour pas qu'il y ait trop de courant dans notre LED. Donc, il y a ce petit calculateur-là ici, et ça nous montre la formule qu'on a besoin. La résistance, c'est égal
au voltage source, donc le voltage de notre batterie, 3 volts, moins le VF de notre LED, donc ça on a dit que c'était 2.1 volts, c'était écrit juste ici, VF 2.1 volts, et IF, ça dans notre cas, ça va être 20 mA, vous le voyez ici, 20 mA. Alors, 3 volts notre batterie, VF 2.1, puis le courant 20 mA, ça va nous donner 45 ohms. Le problème, c'est que des résistances 45 ohms, c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Donc, c'est pas les résistances qu'on va avoir au meilleur prix. Donc, ici, on va écrire résistor. On va cliquer ici sur Surface Mount. Donc, si ici, on va chercher des 45 ohms, voilà, je clique là, je fais appliquer. On voit qu'il y a juste ça qui existe et il n'y en a absolument aucune en stock. Donc, 45 ohms, ça ne va pas vraiment le faire. On peut envoyer moins de 20 mA dans notre LED. Donc, si on met ça à la moitié, ça va allumer quand même, mais moins fort. On va mettre 10 par exemple. Là, on a 90 ohms. Et là, si je regarde ici, 90 en ohms, on voit qu'il y en a 19. Et si je fais appliquer, on voit que c'est encore très peu disponible. Il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans. Et en jouant avec les chiffres un petit peu, je me suis rendu compte qu'avec 13 mA, on a 69 ohms. Et 68 ohms, c'est très facile à trouver. Donc, si j'écris 68 en ohms, on fait appliquer. On voit qu'il y en a 1448 qui existent et là, on a énormément de choix. Il y en a plein de disponibles. Dans notre cas, dans ce projet-là, on n'a pas besoin d'être extrêmement précis avec notre résistance. On ne veut pas vraiment faire passer moins de 10 mA, mais on ne veut pas en dépasser 20 non plus. Donc, on va se situer entre 45 et 90 ohms. Pour notre projet, tout ce qui est entre les deux, ça devrait aller. Donc, moi, j'ai fini par y aller avec du 68 ohms. Et là, pour la grandeur, parce qu'encore une fois, on ne veut pas se ramasser avec quelque chose de trop petit, ça, du 25-12, c'est relativement gros. Ça, du 0,2-0,1, c'est très petit. Vous pourriez y aller encore une fois avec du 0,8-0,5, mais moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez juste comparer visuellement, là, vraiment physiquement, les deux grandeurs, vous pouvez y aller avec du 12,06. C'est très populaire aussi. C'est un petit peu plus gros, ça se soude un petit peu plus facilement. Puis, ça va vous permettre de comparer avec le 0,8-0,5. Comme ça, si vous trouvez que du 0,8-0,5 c'est trop petit, vous ne voulez plus en faire, ben peut-être que vous allez dire que 12,06, ça c'est assez, je suis capable. Personnellement, je trouve que jusqu'à 0,8-0,5, ça se fait assez bien. Donc, ça peut peut-être être utile pour vous de comparer les deux. Donc, on va appliquer le filtre. On voit qu'on en a pas mal de disponibles. Ici, minimum 5000, pas vraiment. Ici, minimum 1, ça le fait. 16 sous quand on en achète juste une. Donc, ça, pour notre petit LED, ça devrait faire le boulot. 68 ohms, une tolérance de plus ou moins 1%. Donc, on est pas mal sûr que ça va être 68 ohms. Plus la tolérance est grande et moins on est sûr de la valeur réelle de notre résistance. Ça peut dissiper jusqu'à 1/4 de watt. On se rendra absolument jamais là. Et on a dit que c'était du 12,06. Donc, encore une fois, on va cliquer là-dessus et on va ajouter ça à notre liste de pièces. Maintenant, on va parler du buzzer. Des buzzers, il y en existe plusieurs sortes. Donc, on va cliquer là-dessus. On va cliquer sur alarme, buzzer et sirène. Les buzzers, on en a deux types. On en a des internally driven et externally driven. La différence entre les deux, c'est que quand c'est internally driven, c'est un petit peu plus cher, sauf qu'on n'a pas à nous-mêmes jouer avec les fréquences pour fabriquer du son. On fait juste lui envoyer notre 3 volts et puis voilà, ça nous fabrique un bip. Si c'est externally driven, ça veut dire que ça va être un petit peu moins cher, mais nous-mêmes, il va falloir générer la bonne fréquence pour que notre buzzer fasse du bruit. Nous, on ne va pas se casser la tête. On va y aller avec du internally driven. Ça va être du courant continu. On va appliquer ce filtre-là. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ici voltage rated. On doit être à 3 volts. Donc, vous voyez que celui-là, il répond à nos besoins. Vous voyez qu'on peut lui envoyer entre 2 et 4 volts. Notre batterie étant 3 volts, ça va être bon pour nous. Et on voit qu'on peut en acheter juste un si on veut, et ça coûte 2,21 $. Donc c'est une pièce qui est un petit peu plus chère, mais vu que c'est pas un projet qu'on fait à grande échelle, c'est pas si mal. Alors encore une fois, on prend ça, on ajoute ça à notre liste. Ensuite, on a besoin d'un condensateur 10 microfarad. Et ce condensateur-là, ce n'est pas pour mettre sur le circuit imprimé. Ce condensateur, on va l'utiliser avec notre Arduino pour programmer notre ATtiny85. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, j'ai pris toutes les pièces en double parce que j'ai fabriqué 2 circuits, mais j'ai juste eu besoin d'acheter un condensateur parce que c'est pour programmer mon microcontrôleur. Donc, j'en ai vraiment juste besoin de un parce qu'on programme un microcontrôleur à la fois. On va aller chercher ça. Donc, condensateur en anglais, c'est capacitor. On clique là-dessus. On va y aller avec un condensateur électrolytique. Il existe plein de sortes de condensateurs. On ne va pas trop s'acharner là-dessus parce que ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo entièrement. On a dit qu'on avait besoin de 10 microfarads. Donc, entre 10 et 10, on est déjà en microfarads. Et là, ce qui est important, c'est que vu qu'on va l'utiliser avec une breadboard, on a besoin d'avoir les longues broches en dessous. On ne veut pas que ce soit quelque chose qui est à souder en surface. Donc, on va ouvrir ça ici et on va cliquer sur ça ici, True Hole. Donc, ça veut dire longue patte essentiellement. Et là, on ne va pas trop se casser la tête.
on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 400 volts, on va baisser ça. On va y aller avec quelque chose de beaucoup plus petit qui est commun, on va y aller avec du 50 volts. Nous, on l'utilise en 5 volts de toute façon. On va regarder si on est capable d'aller chercher quelque chose d'un petit peu moins cher. Donc, j'ai cliqué ici pour avoir pris mon temps, sauf que là, c'est entièrement indisponible. Donc, je veux juste avoir les pièces qui sont en stock. Maintenant, on a des trucs moins chers, mais les quantités minimales sont assez hautes. Donc, moi, je veux une quantité de juste 1. On va faire appliquer. Et là, vous voyez qu'on en a un à 25 sous, 50 volts, 10 microfarads, tolérance plus ou moins 20%, c'est très correct. Et nous, pour notre utilisation, on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher les autres caractéristiques qui sont plus précises. Donc, on va simplement prendre celui-là, on va ajouter ça à notre liste de pièces. Maintenant, ça nous prend un support à batterie. On a dit qu'on prenait une batterie CR2032. Je vais écrire battery. Et là, on voit battery holder, clip, contact. On va cliquer là-dessus. Et vous voyez ici, on est capable de descendre et on va probablement être capable de trouver 2032. OK, juste là, 2032. On va faire appliquer. Et là, on a des trucs comme ça. C'est pas trop ça qu'on cherche, nous. Ici, je vais écrire que je veux un holder. Je veux que ça tienne la batterie. On va faire appliquer. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. On a éliminé un peu de ces genres de trucs-là. Là, on se ramasse avec des trucs comme ça. On veut que ce soit True Hole, on veut que ça passe à travers notre circuit imprimé. Bon voilà, là on commence à avoir des trucs qui sont bien. Moi c'est celui-là que j'ai dans ma liste. 1,10$. On peut en commander juste un si on veut. Et ça fonctionne avec des batteries 2032. C'est juste ça qu'on a besoin. Donc voilà, on ajoute ça à la liste. Dernière pièce maintenant, on avait dit qu'on voulait un interrupteur, donc on va écrire interrupteur, en anglais c'est switch. On va aller dans Slide Switches. On va y aller avec une SPDT, juste ici. C'est des switches 3 pins, puis c'est assez commun. On va y aller avec True Hole, les pins vont traverser le circuit, puis ça va être plus solide vu que c'est une pièce qu'on va utiliser là, mécaniquement. Il y en a que la switch elle est sur le dessus. Moi j'ai choisi d'en prendre une que la switch elle est sur le côté, donc True Hole Right Angle, on va appliquer. Et la switch que j'ai choisie en fait, elle est juste ici. On peut en commander juste une si on veut, ça coûte 56 sous. On peut envoyer jusqu'à 12 volts dedans. Nous, ça va être du 3 volts, donc ça va. Donc pour nous, ça va être bien. Puis c'est une switch qui est toute petite, donc c'est parfait. Alors encore une fois, on ajoute ça à la liste des pièces. Donc voilà, notre liste des pièces, elle est terminée. Donc on sait qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le projet. C'est ce qui va conclure cette première vidéo sur ce projet. Dans la prochaine vidéo, on va créer le vrai circuit électrique à l'ordinateur. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que cette vidéo-là va sortir. Alors j'espère que c'est un projet qui vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois dans la prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!